Imaginez un silence si profond qu'on pourrait entendre la poussière se poser. C'est dans ce silence qu'une vie se termine et qu'une autre s'apprête à commencer, recluse, cachée du monde. Notre histoire débute avec une femme qui a décidé de devenir invisible, d'effacer sa propre lumière pour soigner les ténèbres d'une autre. Elle pense avoir tout prévu, tout contrôlé. Mais dans la cage dorée où elle s'enferme volontairement, le destin prépare une rencontre qui fera voler en éclats toutes ses certitudes. Accrochez-vous, car les apparences sont souvent les plus grands des mensonges. Amélie Dubois n'était pas née pour être une ombre. Brillante psychothérapeute de 26 ans, diplômée avec les honneurs de la Sorbonne, elle portait en elle une lumière que la vie s'était efforcée d'éteindre. Un accident de voiture sur une route de campagne lui avait arraché ses parents à l'adolescence, la laissant orpheline et seule face au monde. Cette tragédie avait forgé en elle une résilience d'acier, mais aussi une profonde solitude. Sa beauté, un mélange de douceur et d'intelligence dans ses yeux verts, était devenue un fardeau. Dans les couloirs des hôpitaux parisiens, elle avait subi le harcèlement de supérieurs qui voyaient en elle une proie plutôt qu'une collègue. Épuisée par ces batailles silencieuses, elle a pris une décision radicale, fuir, accepter ce poste improbable, aide-soignante à domicile, 24 heures sur 24, pour la fille d'un magnate de l'industrie, dans une villa isolée en Île-de-France. C'était sa chance de disparaître, de n'être plus qu'un uniforme, un chignon strict et des lunettes sans correction, un fantôme au service d'une cause, loin des regards prédateurs des hommes. Le portail en fer forgé s'ouvrit dans un grincement lent et majestueux. La berline noire glissa sur l'allée de gravier, dévoilant une immense demeure en pierre de taille, entourée d'un parc aux arbres centenaires. Le domaine des chênes. Le chauffeur, un jeune homme nommé Lucas, coupa le moteur. « Nous sommes arrivés, mademoiselle Amélie. » L'air était frais, imprégné d'une odeur de terre humide et de feuilles mortes. Amélie sentit un frisson la parcourir. C'était plus qu'une maison, c'était une forteresse, une cage dorée. Sur le perron l'attendait un homme grand, la soixantaine, aux cheveux poivre et sel et au regard perçant. Jean-Pierre Dubois. Sa poignée de main fut brève et ferme. « Soyez la bienvenue. Vos conditions sont claires. 3 mois d'essai, pas un seul jour de congé. Ma fille est la seule priorité. » Sa voix était grave, sans chaleur, celle d'un homme habitué à donner des ordres, pas à exprimer des émotions. Amélie hocha la tête, son regard humblement baissé, jouant déjà son rôle de femme effacée. Elle était prête à payer le prix de la tranquillité. La présentation du personnel fut rapide. Martine, la gouvernante et cuisinière, une femme ronde et chaleureuse dont le sourire contrastait avec l'austérité du maître des lieux. Son fils, Antoine, le jardinier, un homme silencieux au regard doux qui détourna les yeux dès qu'il croisa ceux d'Amélie, et puis Isabelle, la femme de chambre, une brune aux formes parfaites moulée dans un uniforme impeccable, dont le regard balaya Amélie avec une pointe de mépris amusée. « Je vous montre votre chambre et ensuite celle de Chloé, » dit-elle d'une voix suave. Amélie la suivit dans les couloirs immenses, aux murs couverts de tableaux de maître. Le luxe était partout, mais il était froid, impersonnel. C'était un musée, pas un foyer. Sa propre chambre était spacieuse, avec une vue magnifique sur le parc. Une prison confortable. Après avoir posé sa valise, Isabelle la conduisit devant une porte en chêne massif. « Voici, Chloé. » Elle frappa doucement et entra, sans attendre de réponse. Amélie retint sa respiration et pénétra dans l'univers de sa nouvelle patiente. La chambre de Chloé était plongée dans une semi-obscurité. Les lourds rideaux de velours étaient tirés, ne laissant filtrer qu'une lumière blafarde. Une odeur de renfermé et de médicaments flottait dans l'air. Assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, une jeune fille de 16 ans fixait le vide. Chloé. Elle était d'une beauté diaphane, avec de longs cheveux blonds et des yeux bleus immenses, mais son visage était une page blanche. Aucune émotion, aucun signe de vie. « Chloé, voici Amélie, ta nouvelle aide-soignante, » dit Jean-Pierre qui les avait rejointes. La jeune fille ne s'y a même pas. Amélie s'approcha lentement, s'accroupit pour être à sa hauteur. « Bonjour Chloé, je suis heureuse de te rencontrer. » Sa voix était douce, mais elle résonna dans le silence comme un cri. Rien. Le regard de Chloé la traversa,
comme si elle n'existait pas. Amélie sentit le poids de la tâche qui l'attendait. Ce n'était pas seulement une maladie du sang et un syndrome d'Asperger qu'elle devait affronter, mais un abîme de silence. Les premiers jours furent un lent et patient combat contre ce silence. Amélie instaura une routine douce mais ferme. Elle commençait par ouvrir les rideaux chaque matin, laissant entrer la lumière du jour. « Le soleil est bon pour tout le monde, Chloé, disait-elle, même si la jeune fille ne réagissait pas. Elle lui faisait la lecture à voix haute, des romans d'aventure, de la poésie, lui décrivant les images avec des mots colorés. Elle lui parlait sans cesse, lui racontant sa journée, les bruits du parc, le chant des oiseaux. Elle comblait le vide de sa voix, espérant qu'une syllabe, une intonation finirait par trouver un écho en elle. Le soir, elle s'asseyait près de son lit et lui chantait de vieilles berceuses. Martine l'observait parfois depuis le seuil de la porte, un regard attendri dans les yeux. « Vous avez beaucoup de patience, ma petite », lui glissa-t-elle un jour. Amélie lui offrit un faible sourire. « C'est tout ce que j'ai. » Mais au fond d'elle, le doute commençait à s'installer. Amélie décida de bouleverser l'environnement de Chloé. Avec l'accord réticent de Jean-Pierre, elle réorganisa la chambre. Elle remplaça les lourds rideaux par des voilages légers, accrocha des illustrations botaniques colorées au mur et installa un diffuseur d'huiles essentielles qui embaumait la pièce d'un parfum apaisant de lavande et de camomille. Un environnement stimulant peut aider le cerveau à créer de nouvelles connexions, avait-elle expliqué au père, avec des termes professionnels qui masquaient son anxiété. Chaque jour, elle sortait Chloé dans le parc, poussant son fauteuil roulant sur les allées. Elle s'arrêtait pour lui faire toucher l'écorce rugueuse d'un chêne, la douceur veloutée d'un pétale de rose. Antoine, le jardinier, les regardait de loin, intrigué par cette femme étrange qui parlait aux arbres et aux fleurs, comme si sa patiente pouvait l'entendre. Chloé restait impassible, son corps présent mais son esprit ailleurs. Amélie se sentait comme une naufragée sur une île déserte, criant dans le vent sans jamais recevoir de réponse. Les repas étaient le seul moment où la maisonnée se retrouvait. Jean-Pierre dînait avec le personnel, une vieille habitude instaurée par sa défunte épouse. Amélie, dans sa tenue austère, mangeait peu, observant les dynamiques. Martine était le cœur de la maison, distribuant nourriture et paroles réconfortantes. Antoine, son fils, parlait rarement, mais ses yeux s'illuminaient quand sa mère évoquait le jardin. Isabelle, la femme de chambre, essayait constamment d'attirer l'attention de Jean-Pierre avec des remarques flatteuses ou des sourires aguicheurs, mais l'homme d'affaires semblait imperméable à ses charmes. Un soir, Martine se tourna vers Amélie. « La mère de Chloé, Hélène, elle aurait adoré ce que vous faites. Elle disait toujours que cette maison manquait de vie. » Jean-Pierre se figea, sa fourchette en suspens. Une ombre de douleur passa sur son visage avant qu'il ne reprenne son masque d'impassibilité. Amélie comprit alors que le silence de Chloé était aussi le reflet du deuil figé de son père. La maison tout entière était en deuil. Une semaine plus tard, la tension monta d'un cran. Chloé refusa de s'alimenter. Elle fermait la bouche obstinément, tournant la tête à chaque fois qu'Amélie approchait une cuillère. Son état de santé déjà fragile se détériorait rapidement. Jean-Pierre convoqua Amélie dans son bureau. La pièce était impressionnante, tapissée de livres et de boiseries sombres. Il se tenait debout, le dos tourné, regardant par la fenêtre. « Le médecin est venu. Son poids a chuté. Vos méthodes, vos changements, ils ne fonctionnent pas. Peut-être que je me suis trompée à votre sujet. » Sa voix était glaciale, teintée de déception. Amélie sentit la panique l'envahir. L'échec n'était pas une option. C'était sa dernière chance. « Monsieur Dubois, donnez-moi encore un peu de temps. La thérapie n'est pas une science exacte. Parfois, il faut une régression avant de voir un progrès. S'il vous plaît. » Il se retourna et la dévisagea longuement. « Une semaine, Amélie, pas un jour de plus. » Désespérée, Amélie cherchait une solution, n'importe quoi, qui pourrait créer une brèche dans le mur d'indifférence de Chloé. Un après-midi, alors qu'elle la promenait près des limites du domaine, elle le vit. Un jeune chien, un chiot bâtard, aux oreilles tombantes et aux poils couleur de miel, qui la regardait à travers le grillage, la queue battant timidement. Il était maigre, visiblement abandonné. Amélie sentit son cœur se serrer. Elle alla chercher un bol de lait et de la nourriture dans la cuisine.
sous le regard curieux de Martine. Elle déposa le bol près du grillage. Le chiot s'approcha avec méfiance, puis se mit à laper goulûment. Amélie poussa le fauteuil de Chloé plus près. « Regarde, Chloé, il est seul, lui aussi. Il a faim. » Elle prit la main inerte de la jeune fille et la posa sur sa propre main, comme pour partager la sensation de pitié et de tendresse. Pour la première fois depuis son arrivée, Amélie crut voir une imperceptible contraction sur le visage de Chloé. Le lendemain, le chiot était toujours là. Amélie passa une partie de la journée près de lui avec Chloé. Elle lui avait trouvé un nom, Truffaut, en hommage à sa truffe curieuse. Elle parlait au chien, lui racontant les mêmes histoires qu'à Chloé. Le soir, un orage éclata. Amélie ne pouvait se résoudre à laisser l'animal sous la pluie battante. Prenant son courage à deux mains, elle alla trouver Antoine dans la serre. « Antoine, aidez-moi, on ne peut pas le laisser dehors. » Le jardinier, surpris par sa requête, hésita un instant, puis hocha la tête. Ensemble, ils firent entrer le chiot trempé et grelottant dans l'arrière-cuisine. Martine les surprit. Au lieu de les gronder, elle alla chercher une vieille couverture. « Il ne restera pas ici, mais pour cette nuit, on ne dira rien. » Amélie se sentit submergée par la gratitude. Pour la première fois, elle n'était plus seule dans son combat. Elle avait des alliés. Le jour suivant, Amélie prit la plus grande décision de sa carrière. Elle installa Truffaut, propre et sec, sur un tapis dans la chambre de Chloé. Elle attendit, le cœur battant, la réaction de la jeune fille. Le chiot, encore craintif, resta immobile un long moment. Puis, lentement, il s'approcha du fauteuil roulant. Il renifla les pieds de Chloé, puis posa sa tête sur ses genoux. Amélie retint son souffle. Chloé baissa les yeux. Son regard, d'habitude vide, se fixa sur la petite boule de poil. Sa main, celle qui restait inerte depuis des semaines, tressaillit. Lentement, très lentement, ses doigts bougèrent et se posèrent sur le dos du chiot. Un contact, un simple contact. Amélie sentit des larmes de soulagement couler sur ses joues. C'était une minuscule victoire, mais c'était un début. C'était la première lueur d'espoir dans l'obscurité. La présence de Truffaut changea subtilement l'atmosphère. Chloé accepta de nouveau de manger, comme si le contact avec l'animal lui avait redonné un ancrage dans le monde réel. Elle suivait le chiot du regard quand il explorait la chambre, et sa main cherchait souvent son pelage doux. Jean-Pierre, en découvrant l'intrus, fut d'abord furieux. Mais en voyant sa fille poser un geste volontaire pour la première fois depuis des mois, sa colère s'évanouit, remplacée par une stupeur émue. Il autorisa le chien à rester. Amélie se sentait épuisée mais euphorique. Elle avait gagné sa semaine de sursis. Pourtant, au milieu de cette petite victoire, un sentiment de mélancolie la saisit. Elle était si absorbée par la vie de Chloé qu'elle avait oublié la sienne. Elle se regarda dans le miroir, le chignon sévère, les lunettes, les vêtements sans forme. Qui était cette femme? Elle ne se reconnaissait plus. Un soir, son téléphone vibra. C'était Sophie, sa meilleure amie, la seule personne qui connaissait sa véritable situation. La voix de Sophie était excitée, pleine de vie. « Amélie, j'ai une nouvelle incroyable. J'ai obtenu le poste à Milan. Je pars dans 2 semaines. » Amélie sentit son cœur se pincer. Milan, si loin. « Je fais une soirée d'adieu samedi prochain, dans un club à Paris. Tu dois venir. C'est non négociable. C'est notre dernière chance de se voir avant des mois, peut-être plus. » Paris. L'idée seule la fit paniquer. Le bruit, la foule, les regards, tout ce qu'elle avait fui. « Sophie, je ne peux pas. Mon contrat. »« Amélie, ne me fais pas ça. Une soirée, juste une. Tu ne peux pas t'effacer complètement. S'il te plaît, pour moi. » Les mots de son amie la frappèrent. S'effacer complètement. N'était-ce pas exactement ce qu'elle était en train de faire? Une soirée. Peut-être que Sophie avait raison. Peut-être avait-elle besoin de se souvenir de qui elle était. Demander une soirée de congé à Jean-Pierre Dubois lui semblait aussi audacieux que de demander la lune. Elle prépara son argumentaire, répétant les phrases dans sa tête. Elle le trouva dans son bureau, plongé dans ses dossiers. Elle frappa doucement. « Monsieur Dubois, puis-je vous parler un instant ?» Il leva les yeux, surpris. Elle exposa sa requête avec une voix qu'elle espérait calme et professionnelle, expliquant la situation de son amie, insistant sur le caractère exceptionnel de l'événement. Elle s'attendait à un refus catégorique.
à un rappel de son contrat. Il l'écouta en silence, son visage impénétrable. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment, puis il dit simplement « Martine peut s'occuper de Chloé pour une nuit. Soyez de retour dimanche avant midi. » Amélie fut si surprise qu'elle resta bouche bée. « Merci, monsieur. Vraiment, merci. » En sortant du bureau, elle se sentit légère, presque étourdie. Une nuit de liberté. C'était un cadeau inestimable. Le samedi soir, Amélie se transforma. Dans la solitude de sa salle de bain, elle défit son chignon, ses longs cheveux châtains tombèrent en cascade sur ses épaules, elle ôta ses lunettes et ses yeux verts retrouvèrent leur éclat. Elle sortit de sa valise la seule robe de soirée qu'elle possédait, une robe en soie bleu nuit que Sophie lui avait offerte. En l'enfilant, elle eut l'impression de revêtir une autre peau, celle de l'ancienne Amélie, la femme qu'elle avait mise en sommeil. En se regardant dans le miroir, elle eut un choc. Elle avait presque oublié. Un taxi commandé par Lucas l'attendait. En quittant le domaine, elle se sentit comme Cendrillon s'échappant pour le bal, avec une pointe d'excitation et de trac. Paris l'attendait, avec ses lumières, sa musique et la promesse d'une nuit où elle pourrait oublier d'être l'ombre de quelqu'un d'autre. Le club était un endroit branché des Champs-Élysées, vibrant de musique électro et de rire. Le contraste avec le silence du domaine était saisissant. Sophie l'accueillit avec un cri de joie. « Tu es là, et regarde-toi, tu es sublime. » Amélie se sentit rougir, mal à l'aise sous les regards des inconnus. Mais après un verre de champagne entouré de l'affection de son amie, elle commença à se détendre. Elle dansa, rit, se laissa emporter par le rythme. C'était enivrant. Elle se sentait vivante, visible. Pour quelques heures, elle n'était plus l'aide-soignante, mais juste Amélie. Elle savourait chaque seconde de cette parenthèse, sachant qu'elle se refermerait bientôt. Mais alors qu'elle allait chercher un verre au bar, une voix familière la glaça sur place. « Tiens, tiens, Amélie, le monde est petit. » C'était Damien, le médecin-chef de son ancien service, l'homme qui avait rendu sa vie impossible. Damien était exactement comme dans son souvenir, un sourire charmeur qui ne masquait pas la cruauté dans ses yeux. Il était avec des amis, déjà éméchés. « Alors, on a quitté le monde des malades pour celui des vivants. Tu es bien plus jolie sans ta blouse blanche, tu sais. J'ai toujours su qu'il y avait une femme sauvage sous l'uniforme. » Ces paroles étaient mielleuses, mais pleines de sous-entendus dégradants. Amélie sentit la colère et l'humiliation remonter. « Laisse-moi tranquille, Damien. »« Oh, ne sois pas si farouche, on pourrait rattraper le temps perdu. Tu sais que tu m'as toujours plu. » Il fit un pas vers elle, son intention claire. Amélie recula, cherchant une issue. Elle ne voulait pas faire de scène, pas ce soir, pas à la fête de Sophie, mais la panique la gagnait. Elle se sentait de nouveau piégée, comme à l'hôpital. Son souffle se fit court. Son refuge, sa nuit de liberté, était en train de virer au cauchemar. « Cette dame vous a demandé de la laisser tranquille. » La voix était calme, posée, mais chargée d'une autorité naturelle. Un homme était apparu à côté d'elle. Il était grand, élégant, dans un simple pull en cachemire, avec des yeux sombres et un air de fatigue distingué. Damien se tourna vers lui, dédaigneux. « Et tu es qui, toi, son chevalier servant ?» L'inconnu ne répondit pas. Il se contenta de fixer Damien d'un regard si intense que ce dernier sembla dégrisé d'un coup. Il marmonna une excuse et s'éloigna, rejoignant ses amis. Le silence s'installa entre Amélie et son sauveur. « Merci, murmura-t-elle, encore tremblante. Il hocha la tête. « Il y a des gens qui ne comprennent que le rapport de force. Vous allez bien ?» Son regard était direct, sans jugement, simplement empreint d'une sincère préoccupation. Amélie se sentit soudain vue, vraiment vue, pour la première fois depuis des mois. « Oui, grâce à vous. » Il se présenta. Olivier. Il attendait un ami qui était en retard. Elle dit simplement son nom, Amélie. Ils restèrent au bar, discutant. La musique assourdissante les forçait à se pencher l'un vers l'autre pour s'entendre. Il parlait peu de lui, mais il l'écoutait avec une attention rare. Elle se surprit à lui parler, pas de son travail, mais de choses plus légères, de musique, de voyage. Il y avait entre eux
une connexion immédiate, une sorte de reconnaissance silencieuse. Tous deux semblaient porter une lassitude, un poids invisible. À un moment, Damien passa de nouveau près d'eux, et dans un geste de défi stupide, il bouscula volontairement Amélie, renversant son verre de vin rouge sur sa robe. La tache sombre s'étala sur la soie bleue. C'était la goutte d'eau, la soirée était gâchée. « Venez, dit Olivier, il faut rincer ça tout de suite, mais pas ici. » Il la prit par la main et la guida vers la sortie, loin du bruit et de la fureur. Sous les lumières de Paris, l'air frais de la nuit lui fit du bien. Olivier héla un taxi. « Mon appartement n'est pas loin, on pourra nettoyer ça. » Amélie hésita une fraction de seconde. Suivre un inconnu, c'était insensé. Mais, en croisant son regard, elle ne vit aucune mauvaise intention, seulement cette même lassitude qui faisait écho à la sienne. Elle monta. Dans le silence du taxi, une étrange intimité s'installa. C'était comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Son appartement était un loft d'artiste près de Montmartre, sobrement meublé, avec de grandes baies vitrées donnant sur les toits de la ville. Pendant qu'elle tamponnait sa robe dans la salle de bain, il lui prépara un thé. Ils ne parlèrent presque pas. Ils n'en avaient pas besoin. Leur solitude semblait se reconnaître et s'apaiser mutuellement. Quand elle sortit, vêtue d'un de ces t-shirts trop grands pour elle, l'électricité entre eux était palpable. Ce qui se passa ensuite ne fut pas une décision, mais une évidence. Un besoin mutuel de chaleur, de réconfort, d'oubli. Ses mains étaient douces, son baiser tendre puis passionné. C'était une parenthèse hors du temps, une nuit volée à leur vie respective. Pour la première fois depuis des années, Amélie ne se sentit plus seule. Elle s'abandonna complètement, laissant tomber toutes les barrières qu'elle avait mis tant de temps à construire. Dans ses bras, elle n'était ni l'orpheline, ni la psychothérapeute, ni l'aide-soignante invisible. Elle était une femme, juste une femme, désirée et comprise. Ils s'endormirent l'un contre l'autre, tandis que les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel de Paris. C'était la nuit la plus intense et la plus apaisante de sa vie, une nuit qui allait laisser une marque indélébile. Amélie se réveilla seule. Le lit était vide à côté d'elle. La lumière du matin inondait l'appartement. Une note était posée sur l'oreiller. « J'ai dû partir pour une urgence. Je suis désolée. Olivier. » Pas de numéro de téléphone. Rien. Une vague de tristesse la submergea, aussitôt remplacée par une forme de réalisme fataliste. À quoi s'attendait-elle? C'était une parenthèse, elle le savait. Elle s'habilla en vitesse, sa robe tachée dans un sac. Elle quitta l'appartement comme une voleuse, retournant à sa vie, à son rôle. Dans le taxi qui la ramenait vers le domaine, elle se sentit vidée. Elle remit son chignon, ses lunettes, son uniforme d'invisibilité. Le bal était terminé. Cendrillon était redevenu Souillon. Mais quelque chose avait changé en elle. La flamme qu'elle croyait éteinte s'était ravivée, et elle portait en elle le souvenir de la chaleur d'un inconnu, un secret doux et amer. Son retour au domaine des Chênes fut brutal. Le silence, après le tumulte de Paris, était assourdissant. Martine l'accueillit avec un café chaud. « Alors, cette soirée, vous avez l'air fatigué. »« C'était bien, » mentit Amélie. Elle monta directement voir Chloé. La jeune fille était assise avec Truffaut, endormie à ses pieds. En voyant Amélie, elle ne réagit pas, mais le chiot, lui, remua la queue de contentement. Amélie s'assit près d'elle et lui prit la main. « Je suis revenue, Chloé. » Elle se sentait coupable de l'avoir laissée, coupable d'avoir vécu cette nuit d'évasion. Elle se replongea dans son travail avec une ardeur nouvelle, comme pour expier sa faute. Les jours qui suivirent furent consacrés à Chloé, à Truffaut, à la routine apaisante de la villa. Elle essaya de ne plus penser à Olivier, de classer cette nuit comme un rêve étrange, mais son souvenir hantait ses pensées, un fantôme doux dans sa prison dorée. Noël approchait, l'atmosphère de la maison changea. Martine et Antoine installèrent un immense sapin dans le grand salon. Même Jean-Pierre semblait moins austère. Une excitation palpable était dans l'air. « Mon fils aîné rentre de Prague pour les fêtes, » annonça-t-il un soir à table. « Il ne vient pas souvent, son travail le retient là-bas. » Isabelle se rengorgea aussitôt, ajustant son corsage. « Oh, monsieur Olivier, comme nous sommes contents !» Martine leva les yeux au ciel. « Ce garçon est un ange, » dit-elle à Amélie plus tard.
Il adore sa petite sœur. Quand il est là, Chloé est différente, plus calme, presque apaisée. Amélie sentit une pointe de curiosité. Elle avait du mal à imaginer Jean-Pierre Dubois en père affectueux et encore plus à lui imaginer un fils. Elle se demanda à quoi pouvait bien ressembler cet Olivier, le frère providentiel. Le soir du réveillon de Noël, toute la maison était en effervescence. Martine avait préparé un festin. Amélie avait habillé Chloé d'une jolie robe de velours vert et avait brossé ses longs cheveux blonds. Elle l'installa. Amélie était en train de donner un verre d'eau à Chloé. Elle leva les yeux et son cœur s'arrêta de battre. Le sang se retira de son visage. Le fils aîné, l'ange gardien de Chloé, l'homme qui se tenait à côté de Jean-Pierre, c'était lui, c'était Olivier, l'inconnu de Paris, l'homme de cette nuit inoubliable. Leurs regards se croisèrent. La stupéfaction se peignit sur son visage, aussi intense que la sienne. Le monde sembla basculer. Il portait le même pull en cachemire, le même regard sombre et intense. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était impossible, un cauchemar. Il était le fils de son employeur. Il la voyait, là, dans son déguisement de femme effacée, si différente de la femme qu'il avait connue à Paris. Le silence dans la pièce devint électrique, lourd de leurs secrets partagés. Alors que tout le monde était figé dans cet instant de flottement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chloé, qui n'avait pas prononcé un mot depuis des mois, tourna la tête vers son frère. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Une voix rauque, à peine audible, s'en échappa. Olivier, puis son doigt se leva, tremblant, et pointa non pas son frère, mais Amélie. Tous les regards convergèrent vers elle. Jean-Pierre, Martine, Isabelle, tous la fixaient, bouche bée. Chloé avait parlé, et elle avait désigné Amélie comme pour faire le lien, pour révéler la connexion invisible entre ces deux personnes. C'était son premier acte de communication volontaire et complexe, un miracle né du choc de la vérité. La tension dans la pièce explosa, non pas en colère, mais en une stupeur joyeuse et confuse. Martine fondit en larmes. Jean-Pierre se précipita vers sa fille, l'appelant par son nom, les yeux brillants. Dans la confusion générale, Amélie s'éclipsa. Elle courut vers sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Elle s'enferma tremblante, adossée contre la porte. C'était fini. Tout était révélé. Elle allait être renvoyée. Elle avait trahi la confiance de Jean-Pierre, couché avec son fils. Elle entendit des pas dans le couloir, puis on frappa à sa porte. « Amélie, c'est moi. Olivier, ouvrez s'il vous plaît. » Sa voix était grave, tendue. Elle ne bougea pas. Il frappa de nouveau, plus fort. « Amélie, il faut qu'on parle. » Finalement, elle tourna la clé et ouvrit la porte. Il se tenait là, son visage un masque d'incrédulité et d'émotions contradictoires. C'était vous, depuis le début, c'était vous. Pourquoi ce déguisement? Ses yeux la sondaient, cherchant à comprendre la femme de Paris et l'aide-soignante effacée. « C'est compliqué, murmura-t-elle, au bord des larmes. Il entra dans la chambre et referma la porte. Le silence était lourd. « Ce que ma sœur a fait ce soir, c'est un miracle, et c'est grâce à vous, je le sais. » Il fit un pas vers elle. « Cette nuit-là, à Paris, ce n'était pas juste une nuit pour moi. Quand je me suis réveillée et que vous étiez parti, j'ai cru que j'avais tout rêvé. Je vous ai cherché. » Amélie le regarda stupéfaite. « Vous m'avez cherché ? Bien sûr, mais je ne connaissais que votre prénom, Amélie. » Il marqua une pause. « Mon père m'a parlé de vous, de la nouvelle aide-soignante de Chloé, une femme sérieuse, compétente, presque austère. Jamais je n'aurais pu imaginer... » Il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Vous cachiez tout ça, cette lumière. Pourquoi ?» Alors Amélie lui raconta tout, son passé, le harcèlement, son besoin de devenir invisible pour se protéger. Il l'écouta sans l'interrompre, son expression s'adoucissant à chaque mot. Quand elle eut fini, il prit délicatement son visage entre ses mains. Il retira ses lunettes, les posa sur la table. Il défit lentement l'élastique qui retenait ses cheveux, les laissant retomber sur ses épaules. « Ne vous cachez plus jamais, » murmura-t-il. « Pas de moi. » Et il l'embrassa. Ce n'était pas le baiser passionné de leur première rencontre, mais quelque chose de plus profond, de plus tendre. Un baiser
qui scellait une promesse. À cet instant, il n'était plus le fils du patron et l'employé, mais deux âmes qui s'étaient retrouvées dans des circonstances improbables. La porte s'ouvrit doucement. C'était Jean-Pierre. Il les regarda, puis son regard se posa sur Amélie. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une immense gratitude. « Merci, dit-il simplement. Vous avez sauvé ma fille. » Il avait tout compris. Les mois qui suivirent furent une lente reconstruction, celle de Chloé d'abord. Encouragée par la présence combinée d'Amélie et d'Olivier, elle fit des progrès spectaculaires. Elle recommença à parler par mots puis par phrases courtes. Elle se leva de son fauteuil, fit ses premiers pas dans le jardin avec l'aide d'Amélie, sous le regard ému de toute la famille. Truffaut trottinait toujours à ses côtés, son fidèle gardien. La rémission de sa maladie sanguine se prolongea, défiant tous les pronostics médicaux. Le domaine des chênes, autrefois si silencieux et triste, résonnait désormais des rires de Martine, des ordres enjoués d'Antoine à Truffaut et de la voix claire de Chloé appelant son frère ou Amélie. La maison était redevenue un foyer. Jean-Pierre lui-même avait changé. Il souriait plus souvent, passant des heures à simplement regarder ses deux enfants jouer dans le jardin. L'amour entre Amélie et Olivier s'épanouit, évident et naturel. Il prolongea son séjour en France, gérant ses affaires à distance. Ils passaient leurs soirées à parler, à se découvrir, rattrapant le temps perdu. Amélie avait abandonné son déguisement, laissant sa beauté naturelle rayonner. Elle était devenue un membre de la famille. Isabelle, la femme de chambre, voyant ses espoirs anéantis, avait curieusement reporté son attention sur Antoine, qui, encouragé par Amélie, avait fini par l'inviter à sortir. Un soir d'été, sur la terrasse, Olivier prit la main d'Amélie. « Mon père m'a proposé de reprendre la direction de la branche parisienne de l'entreprise, pour de bon. » Il la regarda intensément. « Je veux rester ici, avec toi, avec ma famille. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Amélie, veux-tu m'épouser ?» Derrière la baie vitrée, Chloé les regardait, et pour la première fois de sa vie, un large et véritable sourire illumina son visage. Un an plus tard, le soleil de juin inonde le parc du domaine des chênes, des rires d'enfants se mêlent aux chants des oiseaux. Amélie, un ventre joliment arrondi, est assise sur un banc, tenant la main d'Olivier. Non loin d'eux, Chloé, debout et assurée, lance une balle à Truffaut qui la rapporte joyeusement. Elle n'est pas guérie, elle ne le sera jamais complètement, mais elle vit. Elle sourit. Jean-Pierre, assis à côté d'Amélie, pose une main paternelle sur son épaule. La famille qu'ils ont formée, improbable et soudée par les épreuves, est leur plus grande réussite. Parfois, il faut accepter de devenir une ombre pour permettre à une autre lumière de renaître. Et parfois, c'est dans cette obscurité que l'on trouve l'amour le plus éclatant. Merci de nous avoir suivis dans cette histoire pleine d'émotions. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. Et vous, croyez-vous que le destin puisse réparer les vies brisées ?